Bonsoir, bienvenue sur notre émission Audience sur Afrique Today. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir ici présent le coordonnateur général du mouvement pour la justice, le patriotisme et la vérité, en l'occurrence M. Pape Latir Faye. Bonjour M. Pape Latir. Oui, bonsoir Ben. Nous sommes très heureux et tout autant très honorés quand même d'être là, de répondre à l'appel, à l'invitation même de Africa Today, et notamment dans cette émission Audience. Et nous en profitons tout simplement pour transmettre toutes nos salutations à tous les militants de la justice et partisans de la vérité, parce que nous parlons à ce titre, parce que je suis le coordonnateur général du mouvement pour la justice, le patriotisme et la vérité, comme vous l'avez tantôt dit, sinon même entre frères, comme tu l'as tantôt dit, pour faciliter plutôt la conversation. Donc, je te salue et te remercie tout simplement pour cette invitation et salue pratiquement l'ensemble de ton équipe et l'audimat tout simplement. Tous les Africains, tous les panafricains, panafricanistes surtout de surcroît, et tous les frères sénégalais et sœurs. Merci pour en tout cas toute cette salutation et puis l'invitation aux téléspectateurs de nous suivre durant cette émission. D'abord, nous sommes un peu curieux de voir que vous dirigez un mouvement qui est spécialement basé sur le patriotisme, la justice et la vérité. Pouvez-vous nous donner un peu le sens de ces mots qui ont tellement une importance dans leur sens étymologique des termes, notamment la justice, le patriotisme? Oui, en fait, ce que nous voulons dire par rapport à cela, si on revient tout simplement à l'étymologie même, quand on parle du mouvement pour la justice, le patriotisme et la vérité, nous sommes d'abord partis d'une notion mossi, polysémique, le burkinam, comme si on se souvient bien, en fait, même Thomas Sankara, en rebaptisant son pays, en fait, le Burkina Faso, en fait, qui était déjà, en fait, la Haute-Volta, est parti, en fait, de cette même notion qu'on appelle, en fait, le Burkinam, qui est une notion polysémique mossi, tout simplement, qui veut dire justice, qui veut dire patriotisme, qui, en fait, c'est un terme chargé de tout ce qu'il y a de patriotique et tout ce qu'il y a d'honneur et, si on peut, d'intégrité en tant que tel. Donc c'est pour cela que nous nous sommes intéressés tout simplement à cette notion, d'abord et avant tout en tant que panafricain, panafricaniste. Au-delà de ça, il s'agit tout simplement, pour nous, cette expression reflète tout simplement nos convictions, et voilà pourquoi nous sommes partis pour parler, et ce qui nous intéresse surtout quand on parle du mouvement pour la justice, le patriotisme et la vérité, c'est vrai, on parle de justice, de patriotisme et de vérité, mais plus important aussi, je pense, ce qui se reconnaissent dans ce mouvement, parce que nous ne sommes pas partis comme d'aucuns le font très souvent, en fait, en comptant tout simplement le nombre de leurs partisans. Pour nous, ce qui nous intéresse d'abord et avant tout, c'est d'avoir partout, en tout cas autant que possible, des MJPV, je veux dire des militants de la justice et partisans de la vérité. Ouais, et quand on parle de justice, qui parle de justice, d'abord et avant tout, la justice doit être au service des hommes. Donc, cette justice-là, ça veut dire, elle est la bienvenue surtout chez nous en Afrique et principalement aussi au Sénégal. Et quand on parle de patriotisme, le patriotisme n'est rien d'autre que le sentiment d'appartenir. Ça dépasse largement ce clivage colonial qui a été à la base du découpage de l'Afrique. Ça dépasse largement cela. Donc c'est le sentiment tout simplement d'appartenir tout simplement à cette terre que nous appelons l'Afrique, que nous appelons le Sénégal. Et cette terre, et nous disons surtout par rapport à cette terre que nous ne l'avons pas héritée de nos ancêtres, nous l'avons empruntée à nos descendants. Donc dans cette optique, on a parlé de patriotisme tout simplement parce que non seulement nous sommes animés par le sentiment, par l'amour et l'affection tout simplement pour nos semblables et surtout pour le terroir en tant que tel, en tant qu'Africain, panafricain et panafricaniste, mais surtout, au-delà de regarder comme héritage ce qui nous a été, entre guillemets, légué, donc nous voyons tout simplement que nous avons tout simplement emprunté cela à nos descendants. Donc ce sentiment de patriotisme, c'est non seulement de recevoir, mais surtout de transmettre de la manière la plus fiable, de la manière la plus décente, tout simplement, ce qui nous a été transmis par nos aînés et nos anciens. Voilà. Et pour la vérité, parce que souvent on a un problème
de vérité. Chacun croit qu'il détient le monopole de la vérité. Chacun définisse la vérité à sa propre manière. Et vous, dans ce contexte de vérité, quand vous parlez de vérité, vous voulez vraiment faire allusion à quoi? Bon, principalement à la notion, et comme tu l'as tantôt dit, c'est une notion en fait multidimensionnelle, mais le principe directeur demeure tout simplement la vérité. Et la vérité en tant que telle, nous sommes tous des êtres humains, je le pense très bien, et effectivement c'est cela. Donc je pense quand on parle de vérité, il y a d'abord, comme l'autre disait, en fait, la chose la mieux partagée au monde, c'est le bon sens. Et nous avons tendance à dire dans nos écrits que la licence de faire ce qui est nuisible à la société ne saurait être liberté. La liberté, c'est le devoir de faire ce qui est correct. Right. Donc, si on se met dans l'optique de vouloir faire ce qui est correct et qu'on se jette à la recherche de cette vérité, parce que quand on parle de vérité, c'est par rapport aux principes qui gouvernent en fait l'humanité en tant que telle, parce que le minimum d'abord qu'on puisse savoir entre êtres humains, que nous sommes tous des êtres humains. Ça, c'est d'abord, avant de parler de couleur, d'abord nous acceptons cela. Au-delà de ça, on peut donner une dimension peut-être théologique, une dimension religieuse à la vérité en tant que telle, parce qu'en tant que croyants, nous croyons fondamentalement à la vérité divine qui veut tout simplement que nous, en tant qu'hommes et femmes, que nous puissions tout simplement vivre ensemble dans le respect mutuel et tout simplement sous la direction tout simplement du bon sens. Parce que si on ne sait rien, on sait au moins que la liberté de soi s'arrête là où commence celle des autres. Effectivement. Et par curiosité, quand j'ai pour la première fois entendu parler de ce mouvement, j'ai essayé de décortiquer à quoi faites-vous allusion en ayant tous ces trois mots-là réunis dans ce mouvement, à savoir la justice, patriotisme, la vérité, en tout cas qui sont des notions vraiment à considérer dans une société qui marche dans le bon sens. Et la vérité, y a-t-il quelque chose qui vous a inspiré par rapport à ça? Parce qu'on a l'impression que dans la vérité, il y a quelque chose qui ne marche pas, que vous voulez dénoncer. Bon, en fait, je me refuse d'être réactionnaire dans le sens de réagir par rapport à la posture des uns et des autres, mais personnellement, en fait, pour ne pas être trop redondant, je dirais, personnellement, nous le voulons tout simplement d'être tout simplement révolutionnaire. En quoi faisant? Quand on parle de vérité d'abord, je pense, ça commence par donner à tout le monde les éléments d'appréciation de la question. Parce que pour moi, en fait, c'est trop facile ce qu'on a eu à voir dans le passé, et surtout chez nous, en Afrique principalement. Des leaders qui viennent, qui ont leur vision, qui pensent tout simplement que ils ont la meilleure vision, mais au finish, ces gens-là, tout simplement, ne s'approchent pas et ne donnent pas les éléments d'appréciation tout simplement au peuple. Et pour nous, ce qui est d'abord fondamental dans cela, c'est de doter, sinon de donner à tout le monde tout simplement les éléments d'appréciation, surtout par rapport à l'analyse et tout simplement à la compréhension par rapport à certains sujets, surtout par rapport à certaines questions géopolitiques et géostratégiques. Quand il revient tout simplement, parce qu'il ne faut pas oublier que qui parle de panafricanisme parle tout simplement d'un courant qui donne la primauté tout simplement à l'Afrique, sinon aux intérêts de l'Afrique. Donc par rapport à cela, ce que nous nous sommes engagés d'abord à faire, c'est de rappeler à tout un chacun, sinon de dire à tout un chacun, en tout cas autant que possible, de rappeler à tout un chacun ce qui nous lie tout simplement, et cette obligation tout simplement d'être ensemble et de vivre ensemble. Et si c'est le cas en termes de démocratie, nous commençons d'abord par analyser tout simplement les différents faits et les actions qui se produisent devant nous tous les jours, et surtout en nous basant sur les enseignements des pères fondateurs du panafricanisme en tant que tel. Et par rapport à cela, nous donnons à nos concitoyens, en tout cas nous n'avons sans aucune prétention quand même, nous voulons tout simplement partager avec nos concitoyens ce que nous pensons être les éléments d'appréciation pour pouvoir, parce que comme nous le disons souvent en termes politiques, que le problème de l'Afrique, c'est que les Africains ne choisissent jamais leur leader parmi les peuples. Absolument. Et à côté de cela aussi, on a tendance à dire que quand un leader est trop en avance sur son peuple, il finit par être isolé, voire assassiné. Donc si on se refuse d'être isolé, et on s'en remet tout simplement à la volonté de Dieu, tout simplement, parlons de notre conviction.
convictions personnelles. Donc si on refuse cela, et plus grave, si on refuse tout simplement de trahir cette mission que nous pensons être tout simplement vouloir, en tout cas, apporter toutes les parties, je peux dire bien toutes les parties et toutes les composantes, en tout cas de l'Afrique, autour d'une table pour que nous puissions tout simplement, en tout cas, à défaut d'avoir dans l'immédiat l'unité africaine, d'avoir une meilleure intégration. Pour moi, pour faire cela, il faut partir du simple fait, il faut tout simplement passer par ce qu'on appelle l'éveil de conscience. Absolument. Oui, l'éveil de conscience. Parce que le coefficient de maturité d'une nation se mesure au degré de conscience collective de son peuple. Et nous avons tendance à dire, si vrai que la victoire est nôtre, la révolution des consciences est notre seul recours. Donc nous avons l'obligation de révolutionner tout simplement. Absolument. Révolution panafricaine, en tout cas le mouvement compte jouer sa partition jusqu'au bout. Tout de suite après une page de pub, nous revenons sur ce plateau d'audience. Young John, the wicked producer. Oh yeah, oh, one by winning beat, oh, my love shape your girl, oh, I'm a tika, oh, my love la la tipo, oh, yeah, Joby mommy, oh, yeah, Joby daddy, oh, yeah, Joby oh, my love Joby oh, one by winning beat, oh, my love shape your girl, oh, I'm a tika, oh, my love la la tipo, oh, yeah, Joby mommy, oh. Bien, retour sur ce plateau d'audience avec Pape Latir Faye. Pape Latir, vous nous avez parlé du sens même de ce mouvement. Nous allons progresser avec des actions, des forums que vous avez menés dans le cadre de ce mouvement, tels que vous prenez part à des conférences, vous prenez part à des débats politiques. Quelles sont les actions fondamentales que vous posez à travers ce mouvement? Bon, d'ores et déjà, en fait, ce que nous devons dire, c'est que pour nous, comme on l'a tantôt dit, le plus important, c'est d'abord l'éveil des consciences. Le plus important, d'abord, dans un premier temps, c'est d'analyser, je pense bien, toutes les questions qui méritent d'être analysées. Je pense que, globalement, toutes les questions méritent d'être analysées à juste titre. Donc, je pense que c'est ce que nous sommes en train de faire. Et dans ce cadre, c'est vrai, nous intervenons par-ci, par-là, surtout dans le cadre de la résolution, tout simplement, de conflits, mais surtout en termes de prévention de conflits. Parce que pour nous, nous devons dépasser, en fait, le cadre de la résolution de conflits, parce que là, il faut d'abord avoir un conflit pour ensuite le résoudre. Mais je pense qu'il faut aller dans le sens de la prévention de conflits, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et pour cela, à travers cela, je commencerai, comme on dit en Wolof, Bechi Sawe Otang. Cela veut dire tout simplement, en fait, littéralement avant, personnellement, bon séeréer, avant de défricher chez autrui. De défricher chez mon cousin Diola, sinon mon frère Diola. Je dois d'abord le faire en bon séeréer pour assurer les tchérés. Et là, tu vas assurer les tchèps, si on le dit, comme on le dit. Donc, nous intervenons par-ci et par-là, discutons tout simplement avec les décideurs, si je veux dire, sinon en tout cas beaucoup de décideurs, par rapport surtout aux questions, les questions, je veux dire, aux questions qui intéressent principalement à l'Afrique. Parce que je pense qu'il faut d'abord aller dans le sens d'assurer cette communication tout simplement. Parce que je pense que qui veut aider l'Afrique aujourd'hui doit aider l'Afrique dans le sens, certes, de la démocratie, qui veut dire pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, mais surtout doit aider l'Afrique dans le sens tout simplement d'éclairer, en tout cas entre guillemets, tout simplement la pensée de ses leaders. Parce que le destin de l'Afrique forcément passe par la décision, sinon les décisions tout simplement de ses leaders, et nous faisons en tout cas autant que possible pour anticiper sur en tout cas beaucoup de questions qui touchent l'Afrique fondamentalement. Mis à part cela, nous sommes au contact des populations, nous allons des fois dans des zones, peut-être des zones à conflit, si on peut le dire. En tout cas, nous parlons tout simplement à certains leaders qui sont dans ce qu'on appelle la dissidence politique, comme en tout cas pour être politiquement correct, ce qu'on appelle la rébellion traditionnellement, qui
qui n'est rien d'autre, en tout cas selon certains, que de la dissidence politique. Donc nous allons tout simplement dans le sens tout simplement de discuter avec tout le monde et tout simplement d'essayer d'amener tout le monde à la table de négociation. Et par rapport à cela, je citerai aujourd'hui une zone qui nous intéresse tous, la Casamance. Je pense que, parce que c'est vrai, l'Afrique nous appartient à tous, mais d'abord, comme on dit, si ça veut autant que nous avons un travail à faire et nous nous avertissons tout simplement à ce que les Africains principalement sachent d'abord ce qui les unit avant de penser à autre chose. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes interpellés par plusieurs questions. Ces questions nécessitent d'abord que nous revendiquions d'abord notre identité culturelle, notre identité africaine d'abord, sinon panafricaine d'abord. Ensuite, comme Senghor disait, on s'enracine, ensuite pour s'ouvrir, oui, tout simplement. Et vous faites référence à ce que vous êtes panafricain. Hein? Vous êtes panafricain, vous avez parlé de révolution, et vous faites référence à tout ce qui est unité, tout ce qui est affirmation culturelle. Avez-vous des références en Afrique? Oui, bien sûr, parce que aujourd'hui d'abord, il faut d'abord commencer par une chose. Quand on parle de panafricanisme, il s'agit tout simplement de mettre en avant les intérêts de l'Afrique fondamentalement. Et qui parle de panafricanisme, on parle forcément des pères fondateurs du panafricanisme. D'accord. Oui, je parlerai en fait, globalement, je parlerai de Marcus Mosiah Garvey, Garvey. Je parlerai de Cheikh Anta Diop et je parlerai de tous ces savants africains qui se sont battus tout simplement pour la cause de l'Afrique. Parce que j'irai en fait un bon Baïfal, tu sais, bon, j'irai au-delà même de la dimension tout simplement politique. On pourrait même parler de l'intervention des chefs religieux, sinon en tout cas de grands hommes, de grands érudits, tout simplement dans ce combat. Mais ces gens-là, je pense que leur combat dépassait largement tout simplement le fait de vouloir tout simplement construire un État. Donc nous, politiques, en tout cas, je pense qu'en fait, en citant nos références en termes politiques, parce qu'il faut tirer les choses au clair, en termes politiques, quand on parle de panafricanisme, nous avons quelqu'un comme Cheikh Anta Diop, parce qu'aujourd'hui, le livre de chevet du mouvement pour la justice, le patriotisme et la vérité, n'est rien d'autre que le livre, en fait, le chef-d'œuvre du professeur Cheikh Anta Diop. Du professeur Cheikh Anta Diop. C'est tout simplement ça. Et souvent, quand on parle de panafricanisme, on fait référence à nos grands leaders tels que ceux que tu viens de citer tout à l'heure. Et on a l'exemple d'ici, dans ce pays où nous vivons, des gens aussi qui ont combattu pour la cause black, noire. Et parfois, ils ont fait référence à l'Afrique comme berceau de l'humanité, comme là où tout a démarré. Je veux par là citer Martin Luther King, je veux citer par là Malcolm X et Mohamed Ali qui a posé des actes dans ce sens. Est-ce que ces gens-là peuvent être considérés comme des panafricains aujourd'hui? Oui, à juste raison. Parce que comme on dit, en fait, le panafricanisme, c'est tout simplement un courant politique qui met en avant, en fait, les intérêts de l'Afrique. Et qui parle des intérêts de l'Afrique, parle évidemment des intérêts de ses fils. C'est vrai, le berceau de l'humanité étant l'Afrique, mais qui parle de l'Afrique fondamentalement, pense tout simplement à une certaine catégorie, sinon en tout cas à une certaine couleur principalement. Ces gens-là se sont illustrés, c'est vrai, nous ne versons pas dans le racisme, c'est loin d'être ça, mais nous disons tout simplement ces gens-là ont été, que je donnerai Dr Martin Luther King et Malcolm X. Donc Dr Martin Luther King, ce que je peux d'abord dire sur l'homme en tant que tel, qui demeure un grand leader, qui demeure en fait, en tout cas, un de nos éléments phares quand il s'agit de l'enseignement, en fait, même du panafricanisme en tant que tel. Mais je dirais fondamentalement que personnellement, quand je suis venu dans ce pays, le premier déplacement que j'ai fait, la première visite que j'ai faite, je l'ai faite tout simplement à Atlanta. Je suis parti à Atlanta, je suis parti voir la maison tout simplement pour payer tribut, comme on dit souvent à Martin Luther King, parce que voilà quelqu'un qui aurait pu être égoïste, mais qui a choisi de servir en tout cas l'humanité, fondamentalement au prix de sa vie. Au prix de sa vie. Je pense que quelqu'un comme ça mérite d'être en tout cas célébré. C'est pour cela quand nous sommes arrivés dans ce pays, où nous sommes arrivés aux États-Unis, notre premier déplacement a été tout simplement d'aller payer tribut à Martin Luther King en allant
lui rendre hommage. Lui rendre hommage. Chez lui, de la maison, en fait, la maison familiale, là, en fait, en allant voir même le mausolée, si on peut le dire comme ça, de Martin Luther King, mais aussi de sa femme Coretta Martins. Juste pour dire, nous sommes très impliqués quand il s'agit de ça, et surtout des autres leaders qui sont là aussi, et souvent qui travaillent dans le sens, en tout cas, d'améliorer les rapports que nous avons en tant qu'humains. Ouais. Mais en fait, si on revient, en fait, que parmi nos personnalités, on citerait Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah. On a tantôt parlé de Mandela, Nelson Mandela, et Steve Biko, pourquoi pas, et Steve Biko, ouais. Et quand on parle de révolution chez nous, et plutôt en tant que panafricain, panafricaniste, il ne s'agit pas de... Pour nous, c'est pas la révolution ouverte, comme d'autres disaient. En fait, les communistes parlaient de révolution, ceci et cela. Mais pour nous, fondamentalement, il s'agit tout simplement de révolutionner tout simplement les consciences. Parce qu'aujourd'hui, il suffit tout simplement que les Africains sachent qu'ils sont condamnés à être ensemble et à vivre en parfaite harmonie avec le reste de l'humanité, pour que nous commencions tout simplement à préserver nos intérêts et tout simplement à nous ouvrir au reste de la famille, de l'humanité en tant que tel. Tout à fait. Donc on dit que les Africains se réclament panafricains, se réclament défenseurs du continent africain, et ils disent qu'on est dispersés dans le combat en tout cas. Et la semaine dernière, on a assisté à la célébration de Africa Day, African Liberation Day, et le ALD, qui consiste à célébrer la journée de l'Afrique, où on a eu à réunir la présence de 54 pays représentés par leurs ambassadeurs respectifs. L'unité africaine, qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette unité africaine qui tarde à venir quand même, et selon vous, y a-t-il des blocages? Qu'est-ce qui bloque? Parce qu'aujourd'hui, on devrait passer le stade de concession, de dialogue, et passer directement à l'action, devenir les États-Unis d'Afrique, comme nous le rêvions tous avec nos pères fondateurs. Je pense qu'il s'agit d'abord de dire que peut-être cette unité fait toujours son bonhomme de chemin. Parce que quand même, nous ne sommes pas sans savoir l'évolution en tout cas qu'a eu à subir tout simplement l'organisation en tant que telle. Parce que qui parle de Africa Day spécialement, parle de la création de l'organisation de l'unité africaine de 1963. Donc en réalité, de Africa Day n'est rien d'autre que la célébration tout simplement de la création tout simplement de l'organisation pour l'unité africaine qui a évolué et qui est devenue aujourd'hui l'UA. Donc, je pense, célébrer cela, en fait, je pense que c'est quelque chose de grand quand même. Il faut juste aller dans le sens peut-être de pousser un peu le leadership à beaucoup plus de volonté politique quand même. Parce que je pense si on peut rassembler tous les ambassadeurs, déjà, on a, je pense... on a en fait, en tout cas, des interlocuteurs, si on peut le dire. Mais les principaux interlocuteurs demeurent tout simplement nos frères et sœurs qui gouvernent aujourd'hui le continent. Et je pense qu'ils doivent tout simplement, à la dimension tout simplement de Africa Day, à la dimension de la célébration tout simplement de la création de l'organisation de l'unité africaine, parce qu'on n'a pas créé l'organisation pour l'unité africaine tout simplement dans le sens de créer une organisation qu'on va pérenniser éternellement, mais c'était fondamentalement pour jeter les bases tout simplement, sinon les bases tout simplement d'une meilleure intégration et pour aller vers l'unité africaine. Donc pour cela, nous invitons nos frères et sœurs présidents qui dirigent aujourd'hui le continent africain, et nous commençons, Charité Bien Ordonnée commence par soi-même, nous commençons par le président Macky Sall, et nous l'invitons tout simplement à aller dans ce sens, parce que dans... Sinon, en tout cas, à persévérer dans ce sens, dans la mesure où la Constitution sénégalaise dit clairement que le président de la République du Sénégal travaille pour la construction tout simplement de l'unité africaine. Donc, nous l'invitons tout simplement à faire tout simplement de l'unité africaine, en tout cas, une priorité. Et je ne dis pas que ce n'est pas le cas, mais en tout cas, donner à l'unité africaine beaucoup plus de priorité et inviter ainsi ses frères et sœurs africains pour qu'on aille
aille ensemble, en synergie, vers tout simplement cette unité. Cette unité va passer forcément par plusieurs domaines, parce qu'on peut d'abord, certainement, on va y venir, par ce qu'on appelle la souveraineté monétaire. La souveraineté monétaire passe par un préalable, notamment l'autosuffisance alimentaire, notamment et principalement la sécurité alimentaire. Et par rapport à cela, je pense que ceux qui comprennent réellement sont en train de faire d'abord quelque chose dans cette direction, parce qu'avant de demander aux Africains fondamentalement de quitter ceci ou cela, il faut d'abord commencer par proposer quelque chose de plausible. Absolument. Parlant de monnaie aujourd'hui, il suffit d'abord d'avoir un bon blueprint, d'abord un papier très bien fait, afin qui puisse tout simplement réunir, tout simplement, peut-être, je peux dire, qui puisse avoir l'approbation tout simplement en tout cas de la communauté économique, si on peut le dire. Donc, fondamentalement, ce qui nous intéresse, c'est pas l'appellation en tant que telle, mais même si nous sommes fondamentalement contre colonies d'Afrique, des histoires comme ça, mais nous disons tout simplement que nous devons aller ensemble et nous encourageons les chefs d'État qui sont présentement au pouvoir et les invitons tout simplement à surtout mettre en avant une chose, la préservation et l'amélioration des acquis démocratiques et républicains dans un pays exige que les uns gagnent avec humilité, mais surtout qu'ils permettent aux autres de perdre avec honneur. Allons dans le sens de nous respecter, de nous aimer en tant que frères et sœurs, et travaillons dans ce sens. Et pour boucler cela, nous dirons tout simplement que nous félicitons en tout cas les organisateurs de cet événement, et nous félicitons en tout cas tous les panafricains, panafricanistes, et tous les sympathisants à travers le monde. Absolument. Ainsi va l'Afrique, l'union fait la force. Sur ce, nous revenons tout de suite pour la dernière partie de cette émission. A tout de suite, après une page de pub. Young John, the wicked producer. Oh yeah, oh, on by Winnie B. Oh, my love shape your sorrow. Oh, I'm a tika. Oh, my love la la people. Oh, yeah, Joby mommy. Oh, yeah, Joby daddy. Oh, yeah, Joby low. Oh, my love Joby. Oh, on by Winnie B. Oh, my love shape your sorrow. Oh, I'm a tika. Oh, my love la la people. Oh, yeah, Joby mommy. Retour sur ce plateau pour la dernière partie. Pape Latyr, toujours dans le sens continental. Vous avez tantôt parlé de... Vous n'êtes pas dans ce que j'appelle aujourd'hui vouloir prendre tout, jeter par la fenêtre, tout simplement parce qu'il y a la marque du colon. D'autant plus qu'Afrique, si on part du mot étymologique de l'Afrique, je ne crois pas qu'Afrique a été une appellation africaine ou créée par des Africains, n'est-ce pas? Donc, est-ce qu'on devrait être dans en tant que prendre seulement, regarder ce sens de vouloir prendre tout, mettre à côté et puis ne pas faire ce que j'appelle procéder à une sorte de rechange par étapes? Oui, absolument, Ben, absolument. Je pense qu'il faut aller dans ce sens. Il ne faut pas, comme on dit souvent, il ne faut pas être réactionnaire, il faut être révolutionnaire. Ça veut dire qu'il faut bien penser ses actions. Je pense aujourd'hui, vouloir dire tout simplement, vouloir faire table rasa, je pense que ce n'est pas, pour moi, ce n'est même pas intelligent, dans la mesure où, là, nous parlons, nous avons un outil aujourd'hui. Je ne défends pas, comme je dis souvent, en fait, ce n'est pas le rôle du nègre de défendre la langue de Molière. Mais aujourd'hui, nous parlons français et je pense que cet outil, c'est un outil aujourd'hui, nous parlons anglais, nous parlons russe, nous parlons japonais. Je pense que ça peut être tout simplement en fait une valeur ajoutée pour nous. Cela veut dire, je parle mon sérère,
Je parle Wolof, tu parles Diola, ainsi de suite. Je pense que ça, c'est déjà en plus. Donc, si nous sommes nous sommes embarqués dans une compétition mondiale aujourd'hui, et nous avons des outils que nous pouvons utiliser, notamment le français et l'anglais, nous pouvons les utiliser en attendant tout simplement d'harmoniser et en fait d'arriver tout simplement à mettre en avant tout simplement peut-être une langue africaine qui pourra tout simplement unir les Africains. Mais je pense que l'urgence ne se trouve pas dans la langue en tant que telle, l'urgence se trouve dans les faits. Qu'est-ce qui est fait sur le terrain? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Je pense, en fait, ne serait-ce que par philosophie, un bon mouride, un bon baïfal, on ne peut pas tout simplement rejeter l'autre parce que tout simplement il est d'une couleur différente. Non, ce n'est pas le cas. Donc, si on revient en fait ce qui a été fait dans l'histoire, tout simplement, comme on dit souvent, l'histoire nous apprend que les hommes n'apprennent de l'histoire, faisons de sorte que nous apprenions quelque chose de ce qui s'est passé, sinon en tout cas pendant un moment de l'histoire, parce que l'histoire de l'Afrique est beaucoup plus gigantesque que ce qu'on veut en faire. Aujourd'hui, on veut réduire tout simplement l'histoire de l'Afrique à l'esclavage, à ce crime contre l'humanité qui a duré 5 siècles. Ça veut dire qu'il n'y a pas plus grand crime, en tout cas au monde. On peut parler de tout autre crime. Un crime est un crime, mais il n'y a pas plus grand crime contre l'humanité, en tout cas, que l'esclavage. Donc, on en parle, mais on ne saurait tout simplement résumer l'histoire de l'Afrique tout simplement à la colonisation et à l'esclavage. Donc, un bon Africain, et surtout du point de vue intellectuel, ce que nous devons faire, nous devons échanger avec le monde entier, comme on l'a tantôt dit, nous devons nous enraciner, ensuite nous ouvrir au reste du monde. Nous voulons et nous pouvons, en fait, comme disait Sankara, vouloir produire, transformer et consommer en Afrique. Et c'est là l'enjeu quand il s'agit tout simplement du marché africain. Mais il ne s'agit pas tout simplement de se mettre en fonction, sinon par rapport à qui que ce soit, comme nous avons tendance à dire dans le mouvement pour la justice et le patriotisme et la vérité, que nous n'existons ni par rapport, encore moins par opposition à qui que ce soit. Nous existons tout simplement pour tout simplement discuter en tout cas des questions qui intéressent l'humanité, qui intéressent principalement l'Afrique. Et nous devons aller dans le sens de conjuguer nos efforts avec tous ceux qui, en fait, en tout cas, ont la même direction que nous quand il s'agit tout simplement de défendre les intérêts de l'Afrique. Sauf que, en fait, dimbal de te fekk loxoy borom. Oui, alors dimbal de te fekk loxoy borom, comme on dit souvent, avant de demander. Effectivement, étoile le ciel, etc. Avant de demander l'assistance de qui que ce soit, je pense que nous devons d'abord commencer par à nous assister nous-mêmes et à mettre les conditions surtout créer les conditions, surtout créer les conditions. Et non pas être dans un rapport de conflit en fait, permanent. Oui, nous refusons de faire ça quand même. Absolument. Vous portez plusieurs bonnets. Hein? Vous êtes le coordonnateur du mouvement, vous êtes jeune leader, vous êtes panafricain, vous êtes enseignant, je veux bien le rappeler à nos chers téléspectateurs. Et là, nous allons partir un peu sur l'actualité au Sénégal. L'actualité au Sénégal aujourd'hui, c'est la protestation universitaire. Au niveau des universités sénégalais, il y a eu cette protestation des bourses. Et dernièrement, ça a fini par faire un mort. Il y a eu mort d'homme, notamment cet étudiant qui a été accidentellement ou pas, mais en tout cas nous croyons que c'était accidentel, assassiné au niveau même de l'université. Quel sentiment pour ça? La police a-t-il une place dans le temple du savoir? Bon, donc c'est déjà, permettez-nous, sinon permets-moi d'abord, Ben, de présenter en fait mes condoléances au peuple sénégalais. D'abord et avant tout simplement aux parents de Serigne Fallou Sène et tout simplement au reste des Sénégalais, parce que je pense, et surtout à la communauté estudiantine, parce que moi qui parle, j'ai été en fait, je suis ancien syndicaliste et dirigeant de la faculté de lettres et sciences humaines, donc c'est un milieu que je connais très bien. Donc en tout cas, nous inclinons devant en fait la mémoire tout simplement de Serigne Fallou Sène et que Dieu l'accueille tout simplement à Firdausi, au paradis. Donc c'est avec désolation quand même que nous avons appris cela, parce que je pense quand il s'agit de demander
les étudiants ne faisaient que demander leur dû. Parce que je pense, si on loge au niveau de l'université en tant qu'étudiant, et on ne compte que sur sa bourse. Et la bourse, d'abord, il faut comprendre que c'est un investissement. C'est pas tout simplement, c'est vrai, bon, on va acheter des tickets et faire tout simplement, mais tout cela, mais c'est un investissement dans la mesure où non seulement ça permet tout simplement ça permet aux étudiants d'étudier proprement, à proprement parler, mais surtout ça permet aux étudiants aussi tout simplement de s'alimenter comme tout être. Donc cela veut dire tout simplement c'est leur dû qu'ils demandaient, ils demandaient ni plus ni moins que leur dû, il s'agissait des bourses, je pense, il fallait tout simplement en fait leur donner cette bourse tout simplement au moment opportun. C'est vrai, nous avons entendu la thèse du gouvernement, le président surtout qui a dit tout simplement l'argent a été en tout cas mise à la disposition tout simplement des autorités qui devaient tout simplement faire le reste. Quelque part, en tout cas, quelqu'un sur sur le maillon, quelque part n'a pas fait son travail. Et je pense que les responsabilités doivent être pleinement situées. Et c'est tout simplement ça. Parce que quand en fait, des étudiants, des gens, en fait, vont à l'université pour demain pouvoir participer à la vie du Sénégal, pouvoir aider leurs parents et fonder tout simplement une famille, sinon des familles. Donc, je pense tout simplement, on devait être loin d'assister tout simplement, en tout cas, à des choses pareilles, à ce conflit. Mais d'abord, il faut dire une chose, en tant qu'ancien syndicaliste, il fallait d'abord respecter ce qu'on appelle les franchises universitaires. Je pense que si les étudiants n'ont pas reçu leur bourse jusqu'à un certain délai, je pense nous avons fait l'université, nous connaissons ce que nous appelions tout simplement Gente Toubab. Ça veut dire on mange sans pour autant et c'est l'État qui prend la note. Je pense là, les autorités bien sûr universitaires et surtout du centre universitaire devraient tout simplement savoir raison garder et savoir tout simplement que alors eux à midi ils vont manger et leurs enfants vont manger, c'est tout à fait normal que ces étudiants-là mangent à temps. S'ils n'ont pas reçu leur argent, c'était tout à fait normal qu'ils mangent et que l'État tout simplement paye après. Mais Pape Latyr, excusez-moi de vous couper, mais une question qui me tient à cœur. Ça se passe tous les ans. Hein? Tous les ans, il y a eu des accrochages entre les forces de l'ordre et les étudiants. Et tous les ans, on assiste à la pénétration des forces de l'ordre dans l'enceinte du temple du savoir, ce qui n'est pas, en tout cas, normal dans les pays développés. En tout cas, il y a une police de faculté, une police universitaire qui veille à la sécurité et à l'ordre, hein, n'est-ce pas, et formée pour ça. Mais la question qui me tient à cœur, c'est que, est-ce que ces bourses sont obligatoires? Quand nous savons que les bourses, comme l'indique le nom, c'est quelque chose qui a été mis pour encourager, en tout cas, les meilleurs. Est-ce que la manière dont les bourses s'octroient aujourd'hui rentre dans le cadre même de cette légalité et de l'esprit qui a été mis en avant pour la création de ces bourses? Est-ce que c'est obligatoire? Bon, d'abord, je dis que en fait, la bourse en tant que telle est d'abord un investissement. Donc, c'est tout à fait normal que les Sénégalais, en tout cas, veuillent se cotiser tout simplement pour nourrir l'élite de demain. Il n'y a rien de plus normal. Mais ce qui est normal peut ne pas être obligatoire. Non, je dis tout simplement, c'est ce qui est normal. La bourse, quand même, on ne donne pas de bourse forcément à tout le monde peut-être, mais c'est des bourses peut-être d'excellence, parce que c'est des gens au moins qui ont eu le baccalauréat. Donc, je pense que comme tout travailleur peut prétendre à un salaire, je pense que celui qui fait des recherches, qui fait des études, peut ne pas réclamer salaire parce qu'il ne s'agit pas, tout simplement, en fait, ce ne serait pas le terme adéquat, mais quand même quand il s'agit d'une petite bourse, une petite indemnité qui puisse tout simplement lui permettre tout simplement de réussir ses études, si on connaît le contexte du Sénégal, parce que quoi qu'on puisse dire, il y a des gens qui viennent de milieux très modestes. Je commencerai d'abord par ma propre personne. Donc ces gens-là ont toujours besoin de cette assistance, qui n'est pas en réalité une assistance, mais c'est un investissement, parce qu'il ne faut pas oublier que les Sénégalais, toute obédience confondue,
ont participé, ont cotisé tout simplement pour payer les enseignants, ceux qui ont enseigné ces enfants-là. Donc ces enfants-là, ces jeunes-là, s'ils arrivent à un âge et qu'ils veuillent tout simplement terminer leurs études, peut-être pour redonner au peuple ce qui leur a été donné, je pense qu'il n'y a rien de plus normal que de leur octroyer une bourse, en tout cas à ceux qui le méritent. De l'autre côté, on dirait, comme l'a ordonné le président de la République quand il s'agit de l'IGE, le président Macky Sall a parlé d'une enquête qui devait se faire au niveau, tout simplement, en tout cas des bourses pour savoir ce qu'il en est. Je pense qu'il faut y aller avec rigueur et situer les responsabilités parce qu'il n'y a rien qui puisse expliquer qu'on puisse en fait dépasser largement le délai de 2 semaines pour des gens, au moins, qui comptent sur ces bourses-là. La question n'est pas de savoir est-ce que tout un chacun a droit, parce que si on avait ce pouvoir, en tout cas du point de vue des finances, on le ferait, pourquoi pas, parce que personnellement, je suis à l'aise de payer pour mes enfants pour qu'ils aillent à l'école. Donc, arrivé à un certain âge, peut-être nous n'avons pas autant d'opportunités chez nous que nous avons ici aux États-Unis. Ici, on voit tout le temps des étudiants qui vont à l'école et qui travaillent constamment. On n'est pas dans les mêmes conditions. Donc, je pense aller dans le sens de donner des bourses à ces étudiants-là, ça va tout simplement dans le sens d'investir dans l'éducation, dans l'enseignement. Par contre, ce que je veux dire quand il s'agit des violences récurrentes au niveau des universités, moi en tant qu'ancien syndicaliste et dirigeant de la faculté de lettres et sciences humaines, je dirais d'abord, il faut non seulement respecter les franchises universitaires qui exiger que les forces de l'ordre, en tout cas, ne serait-ce que en cas de force majeure, peut-être s'il s'agit de, en fait, s'il y a tentative, en fait, sinon meurtre, des histoires comme ça, la police peut intervenir. Mais il y avait des kidnapping et consorts, viol, ainsi de suite. Donc, mandat d'arrêt, mandat d'amener, ainsi de suite. Mais je pense, si c'est pas ça, les forces de l'ordre devraient tout simplement rester hors du campus. Mais cela aussi, nous ne saurons le dire sans pour autant parler au jeune leadership, en tant que, je ne parle pas des leaders généralement, mais le leadership actuellement au niveau de l'université, nous disons à ce jeune leadership et à ces jeunes leaders qu'il est temps, parce que vu le contexte, il est temps quand même d'aller dans le sens de revendiquer absolument leur dû, mais surtout de savoir en tant qu'étudiant, que ils doivent le faire avec les moyens intellectuels dont ils disposent. Nous ne devons plus être dans la confrontation tout simplement éternelle. Casser des biens publics. Brûler des bus. Oui. Ou les bus transport en commun qui sont utilisés par nos pères, nos mères, par le bas peuple. Par le bas peuple. Donc, c'est ça la question. Il faut aller utilisé par les étudiants même qui empruntent ces transports pour aller à l'école. Absolument. Aujourd'hui, on assiste à quoi? Dans les universités, on a un peu, affaibli tout simplement le mouvement syndical en voulant couper en fait la tête, surtout en tout cas le leadership en tant que tel. Et je pense que si on fait cela, on se trouve sans interlocuteur, en tout cas égal, je veux dire. Donc dans ce sens, il faut aller dans le sens de payer les bourses à temps, mais surtout nous appelons nos jeunes frères et nos étudiants, parce que je suis aussi enseignant, j'interviens aussi au niveau de l'université de Dakar, notamment de l'École supérieure polytechnique de Dakar. Donc pour dire à nos étudiants, alors il est temps de revenir en fait sur la plateforme tout simplement estudiantine. Je veux dire par là, il ne faut pas laisser des revendications politico-politiciennes gangréner tout simplement la revendication syndicale. Les étudiants ont le droit de demander à étudier, je dis bien à étudier, ils ont le droit de demander leur bourse, en tout cas pour ce qu'ils méritent, ce qu'ils à la voix. Mais quand il s'agit d'exiger forcément le départ de tel ou tel, je pense que là, il ne faut pas, en tout cas, il ne faut pas trop en faire. Il faut aller plutôt dans le sens de préserver les acquis au niveau de l'université, d'améliorer les franchises universitaires pour que demain, plus jamais ça, que demain, qu'un policier ne puisse venir au niveau de l'université et commettre pratiquement de pareilles choses. Parce que aussi, il faut indexer quelque part, il faut dire que quand même, si on prend des jeunes policiers comme ça, on les jette au niveau de l'université avec des milliers d'étudiants et des gens surtout avec des balles réelles. Parce qu'en Wolof, c'est ça. Balles réelles. Le facteur essentiel, c'est le fait qu'il y ait des tirs à balles réelles. Et fondamentalement, la question d'abord, c'est l'opportunité de l'intervention. Parce que pour des jeunes qui devaient manger, je pense qu'il y a aucun sens, en tout cas,
pour les autorités universitaires d'appeler la police, sinon la gendarmerie dans ce sens. C'est leur droit de s'alimenter puisqu'ils n'ont pas reçu leur bourse. Mais si on sort de cela, en jetant un groupuscule, sinon un petit groupe d'officiers tout simplement parmi 1000 étudiants, on met leur vie en danger. Absolument. Et si c'est le cas, on sait de quoi l'homme est capable face à l'instinct de survie. Donc en tant qu'ancien étudiant, nous demandons, et actuel étudiant en tant qu'enseignant, nous disons aux étudiants de revenir et de revoir, en tout cas, la plateforme estudiantine et de rester tout simplement étudiants et de ne pas diluer tout simplement leurs revendications, la revendication estudiantine, par tout simplement des revendications politiques, parce que, il faut oser le dire, il y a des politiciens aujourd'hui qui demandent le départ d'un tel ministre ou d'un autre ministre. Ouais. Ce n'est pas le rôle. Ce n'est pas le rôle. En fait, les opposants peuvent le demander, mais les étudiants... Parole d'un ancien gréviste. Absolument. Absolument. Un ancien syndicaliste de surcroît. Ouais. OK. Donc, voilà. L'émission tire à sa fin, mais nous allons tout de même poser cette question parce que ça rentre dans le cadre de l'actualité. Au Sénégal, on a vu que le gouvernement en place a mis en place... a introduit une loi de parrainage. Tout juste 2 mots sur ça, à la veille des élections. Bon, ce parrainage, quand même, il faut juste dire que nous sommes toujours, en tout cas le président Macky Sall est dans les délais s'il faut l'indexer. Donc je pense que nous sommes toujours dans les délais quand il s'agit de faire peut-être commencer encore une gymnastique constitutionnelle, pourvu que tout le monde soit invité. Mais il faut d'abord commencer par le fait que j'ai publié un article que j'ai intitulé, en fait, Pléthore de partis déniés engloutis, peuple sans parti, le 25 août 2012 sur, en fait, l'Herald.net. Et là-bas, on a eu à parler, en fait, d'une certaine formule, tout simplement, de ce parrainage. Parce que 300 partis, plus les indépendants, déjà 300 partis, 5 millions multipliés par 300, ça nous fait combien de bulletins? Et plus grave, avec les indépendants qui viennent, et surtout avec le contexte géopolitique et géopolitique du Sénégal, on ne peut pas se permettre tout simplement de lever la caution pour dire ce 65 millions et se limiter là-bas. Je pense que le Sénégal, c'est du sérieux. Les destinées du Sénégal, c'est du sérieux. La nation sénégalaise, c'est du sérieux. Surtout l'Afrique, c'est du sérieux. Je pense qu'il faut faire de sorte, il faut aller vers ce que nous avons appelé la rationalisation de la participation à la présidentielle, pour que tout simplement, le peuple tout simplement puisse tout simplement donner cutus aux prétendants à la magistrature suprême. Absolument. Nous allons revenir sur ça en long et en large avec le livre, la publication que vous avez fait. Prochainement, nous sommes juste coincés par le temps et nous sommes très ravis de vous avoir sur ce plateau. Nous allons vous laisser dire vos derniers mots avant qu'on se quitte. C'était Pape Latir Faye sur ce plateau d'audience. Dernier mot? Bon, de toute façon, merci. Merci beaucoup, Ben, et merci à toute l'équipe Africa Today. Et merci Afrique Today. Afrique Today, c'est très bien jonglé d'ailleurs, parce que entre le français et l'anglais. Le français et l'anglais, c'est très bien fait. Donc, merci beaucoup à toute l'équipe Afrique Today, et merci beaucoup à l'audience, je veux dire, à l'audience de l'émission, audience en tant que telle. Absolument. Et pour cela, en fait, nous transmettons, en fait, nos remerciements à tous nos frères et à toutes nos sœurs au niveau du continent et à travers le monde. Et nous saluons le monde entier et tous vos auditeurs. Et saisissons l'occasion tout simplement pour réitérer tout simplement notre conviction que nous sommes militants de la justice et partisans de la vérité. Et pour cela, nous saluons en fait l'audimat et tout simplement votre audience. Merci, Pape Latir. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous tenir en compagnie sur cette émission de audience sur Afrique Today. N'oubliez pas de nous suivre sur YouTube, Facebook, Twitter et surtout allez visiter notre site web www.afriquetoday.com. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne soirée et vous dis à très bientôt sur Audience. Merci de nous avoir suivis. Bye bye. Merci beaucoup. Merci d'être venu, monsieur. Bon courage. Et puis, merci beaucoup. Bon, nous aurons l'occasion de vous On est ensemble, Inch'Allah. Merci.